Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve pour s'attaquer à Ivan Keller, un tueur en série français qui est soupçonné d'avoir tué au moins 157 personnes entre 1989 et 2006. Donc voici les faits de son parcours criminel. Salut les gens, c'est la maison des Killers et aujourd'hui notre histoire commence en France, à Wittenheim. Et si je vous en parle, c'est parce que Ivan Keller y est né le 13 décembre 1960. Il est né dans une famille pauvre parce que dans son enfance, il a eu des problèmes, il a eu une mauvaise croissance. Parce qu'il est né dans une famille où la joie, il n'y est pas, tu vois, la joie, il n'y en a pas. Et il est né dans une famille pauvre, voilà, comme je vous le dis, parce que son père s'appelle Joseph, c'est un père violent qui le frappe à coups de ceinture, ainsi que ses 8 frères et sœurs. La mère, quant à elle, de Ivan, est décédée à l'âge de 49 ans, et le père a dû s'occuper et élever les enfants tout seul. Il les élevait rudement, très durement, avec des coups de ceinture, de la violence, des insultes. Il les obligeait à voler pour se faire à manger, pour avoir à manger. Et des frères de Ivan sera gravement blessé, aura une très grave blessure, alors qu'il tentait de voler du cuivre sur des lignes haute tension. Donc, du côté enfance, pour Ivan, c'est déjà très mal parti. Donc, après avoir grandi dans un climat de violence et de vol, justement le vol, c'est devenu facile pour Ivan. Ivan a appris à voler dès son plus jeune âge et c'est devenu un truc beaucoup trop simple pour lui. Donc, il va maintenant s'adonner au cambriolage. Mais malheureusement pour lui, en 1981, à l'âge de 21 ans, un cambriolage va mal tourner dans une boutique. Ivan va frapper un couple d'antiquaires qui se trouvait dans leur boutique et va en profiter pour leur dérober des tableaux de peinture. Pendant que les antiquaires vont appeler la police, ils vont désigner Ivan et le reconnaître pour qu'ensuite il aille en prison. Il va donc partir en prison en 1981 et prendra 10 ans de prison. Il ressortira en 1989 à l'âge de 28 ans. Ensuite, à sa sortie de prison,
Yvan va avoir l'air de prendre conscience et il va ressembler à quelqu'un qui veut refaire sa vie. Donc, il va obtenir son permis de conduire, il va se payer un appartement à Mulhouse, il va se spécialiser dans le jardinage et se trouver une compagne. Bref, il va s'arranger pour paraître un peu mieux dans sa vie. Et quand il deviendra un jardinier, voilà, quand il apprendra à être un jardinier, il va ouvrir une société qui s'appellera Alza Jardin. Et dans cette société, des gens auront la possibilité de l'embaucher comme jardineur au personnel. Et donc, il s'est présenté comme étant le jardinier principal. Et des gens ont commencé à l'embaucher, bien sûr. Mais au fil du temps, il a commencé à remarquer que les personnes qu'il embauchait étaient principalement des personnes âgées. Principalement également des femmes âgées. Et à chaque fois qu'il avait besoin d'entrer chez elles pour, je sais pas moi, brancher un tuyau, par exemple, pour arroser des plantes, ou juste être invité, il se rendait compte que il y avait beaucoup d'objets de valeur aux alentours. Et ça l'attirait beaucoup. Avec son passé de cambrioleur et de voleur, il s'est dit qu'il ne pouvait pas juste les prendre comme ça discrètement, sinon ils allaient facilement remarquer que ça avait disparu. Et le propriétaire allait facilement se faire prendre. Parce que, à part lui et la propriétaire, personne ne peut entrer. Donc il allait se faire prendre. En plus, il a un passé de cambrioleur, donc il irait rapidement en prison. Donc il va réfléchir à un moyen pour ne pas se faire prendre. Et il va peu à peu commencer à penser que, en gros, qui va s'inquiéter, qui va se préoccuper d'une pauvre mamie qui semble avoir eu une crise cardiaque dans son sommeil? Qui va se préoccuper d'une personne déjà en fin de vie, décédée dans son lit, juste par une crise cardiaque? Après tout, c'est naturel pour lui. Bon, c'est comme ça qu'il l'a vu. Après tout, c'est naturel. Donc, pour lui, personne ne va se soucier de ça. Et il pourra avoir beaucoup d'argent. La première victime connue de Ivan Keller s'appelle Alice Müller. Et elle avait 88 ans au moment des faits. Et justement, au moment des faits, elle vivait avec sa sœur, Hélène, dans une rue qui se situait près de Mulhouse. Et ils ont embauché depuis quelques semaines maintenant Ivan comme jardinier. Et c'est arrivé plusieurs fois que de l'argent disparaisse dans la maison de Alice. Au début, c'était des petites sommes qui disparaissaient. Mais une fois, elle a remarqué que 45 000 € avaient disparu. Et cette fois, elle en a eu marre. Elle a littéralement accusé Ivan de lui avoir volé son argent. Donc Ivan a été amené à un commissariat. Mais Ivan a littéralement tout nié. Et les policiers, ils en ont eu marre, donc ils ont laissé tomber, ils l'ont fait partir. Mais dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, Ivan est entré dans la maison de Hélène et de Alice, déguisés en cambrioleurs. Et justement, il a fait beaucoup trop de bruit. Hélène s'est réveillée et est allée au salon pour ensuite découvrir ce cambrioleur. C'était Ivan, mais elle ne le savait pas. Il était masqué, il faisait noir. Ivan s'est mis à courir vers une fenêtre qu'il avait lui-même ouverte. Et Hélène, s'étant retournée, a remarqué que la porte de la chambre de sa sœur, Alice, était ouverte. Elle est entrée et a découvert sa sœur apparemment endormie sur le lit. Elle s'est approchée et a remarqué que le lit était parfaitement fait, comme s'il avait été fait il y a quelques minutes. Ensuite, Hélène s'est mise à parler avec Alice, en lui disant « Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai vu un cambrioleur, il a fui. » Et Alice ne répondait pas. Hélène s'est approchée un tout petit peu plus et a remarqué que Alice ne respirait plus. La femme était décédée. Quant à Hélène,
elle s'est mise à hurler, malgré qu'elle était assez vieille, elle a hurlé, mais d'une force extraordinaire. Il paraît que 3 voisins l'ont entendue à plusieurs rues d'ici, de l'endroit où elle était. Et le médecin qui a examiné le corps de Alice a dit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque et donc d'une mort naturelle. L'affaire a été classée. Et quelques semaines plus tard, c'est Yvette qui sera retrouvée décédée dans son lit. Et Yvette avait 76 ans au moment où elle a été retrouvée. Elle sera retrouvée également dans son lit, qui sera fait correctement également. Et ce sera son fils, qui s'appelle Jean, qui va la découvrir dans sa maison, décédée justement. Et il va se douter de quelque chose, parce qu'il va voir sur le lit une tache de sang. Une seule tache de sang. Et pourtant, il sait très bien que sa mère est vraiment trop maniaque, très maniaque. Elle est maniaque de son hygiène. Elle est beaucoup trop maniaque. Donc s'il y avait une seule goutte de sang, elle n'aurait pas dormi là-dedans. Donc ça l'interpelle. Et sa mère est également assez paranoïaque. Donc elle a l'habitude de fermer les portes, de boucler tout ce qu'il faut boucler pour que rien ne puisse entrer. Et pourtant, quand il l'a découverte, il y avait 2 portes sur 3 qui n'étaient pas verrouillées et un volet de fenêtre qui était à moitié ouvert. Donc pour lui, la thèse de la crise cardiaque ne marche pas. Pour lui, quelqu'un s'est introduit dans la maison, s'est battu avec sa mère, elle a eu le dessus, elle a réussi à lui faire perdre un peu de sang, mais a fini par mourir parce qu'elle avait perdu la bataille. Et Yvan, ça l'arrange parce que il va pouvoir continuer son commerce, il va pouvoir continuer sa vie, quoi. Il continue, il gagne de l'argent dans ses cambriolages, il joue à des casinos, il s'est trouvé une autre compagne, il a viré l'ancienne qu'il avait, il s'est trouvé une autre compagne, elle s'appelle Séverine, et il a loué un appartement de luxe à Mulhouse. Il s'est amusé à parier des milliers d'euros avec tout l'argent qu'il récoltait en cambriolant des maisons, et il s'est fait sa belle vie, quoi. Et il a toujours continué ses séances macabres en pleine nuit, et il n'est pas prêt de s'arrêter là. Et en 1994, ce sont 3 femmes qui habitent dans le même quartier qui seront retrouvées mortes chez elles. Et également, justement, elles avaient toutes les 3 plutôt, comme jardinier personnel, Yvan. Voilà, ça c'est un pur hasard. Et quelques semaines après, Marie Winterholen a été retrouvée morte chez elle alors qu'elle était en train de dormir. Elle a été retrouvée morte sur son dos, sur le lit qui était fait correctement, encore une fois. Et de l'argent lui avait été dérobé. Ensuite, le 12 mars 1994, Ernestine, qui avait 86 ans, a été retrouvée morte chez elle par son fils, qui s'appelle Germain. Et il l'a découverte sur le dos, étendue, décédée, avec le lit fait correctement également. Et il a remarqué que l'argent avait disparu, et également que la bague qu'elle avait disparu également, une bague en or. Et les médecins ont encore conclu des morts naturelles, malgré qu'il ait essayé cette fois-ci de leur prouver que ce n'était pas possible. Les médecins n'ont rien voulu entendre et ont écrit « mort naturelle ». Mais en 2000, un des frères de Yvan Keller, qui s'appelle Pierre Keller, a dénoncé son propre frère comme étant l'auteur des meurtres qui ont débuté en 89. Mais la police ne l'a pas écouté. En 2003, il est revenu pour insister et dire que son frère était coupable, mais ils l'ont également ignoré.
Il a fallu attendre 2006 où Pierre a décidé pour la dernière fois d'intervenir, où cette fois-ci, les enquêteurs ont décidé de prendre au sérieux le témoignage de Pierre. Et Pierre a dit que Yvan avait tué toutes ces femmes, toutes les dames, toutes les vieilles dames qui ont été vues et notées comme étant crise cardiaque à chaque fois. C'était Yvan qui avait commis les meurtres en fait, avec sa compagne qui s'appelait Séverine et un complice qui s'appelait Daniel. Et il paraît que les trois sont coupables selon Pierre. Alors la police a convoqué les trois et a pris de côté Yvan pour le mettre dans une salle d'interrogatoire. Et Yvan a tout nié, mais pour le faire parler, les enquêteurs ont décidé de faire croire à Yvan que Séverine et Daniel avaient dit qu'il avait tué des grands-mères, mais que en fait c'était pas vrai. Voilà, c'était pour lui faire peur. On allait voir sa réaction. Et là, il a craqué complètement. Il a tout avoué. Il a avoué tous les meurtres, tous les cambriolages. Il en a même avoué d'autres qui n'ont pas été cités. Et il a même accepté d'être envoyé sur la scène de crime, à condition que, lorsqu'il irait en prison, sa femme soit complètement protégée de toutes ces histoires et ne soit pas impliquée à l'intérieur. Mais ensuite, qu'il soit mis en isolement quand il soit en prison. Les policiers lui ont dit « Ok, on va voir ce qu'on peut faire ». Et là, il a avoué tous les meurtres, tous les meurtres dont on a parlé, et même d'autres encore. Et quand les policiers lui ont demandé son mode opératoire, il a dit qu'il repérait les maisons qui avaient l'air mal entretenues, parce que pour lui, les personnes qui vivaient à l'intérieur faisaient des économies d'argent. Et ensuite, il s'approchait de ces personnes pour leur dire « Écoutez, moi je suis jardinier, je peux vous aider à faire pousser vos plantes. Si vous m'embauchez, de toute façon j'ai créé une société, donc vous pouvez me faire confiance. » Les gens acceptent, et c'est des personnes âgées. Il se débrouille pour avoir des doubles de clés, et s'il n'arrive pas à les avoir, il utilise son agilité pour grimper aux fenêtres. Il explique que quand il entre dans la maison en pleine nuit, il s'arme d'un mouchoir ou d'un chiffon. Il arrive devant la personne endormie, il lui ouvre la bouche, il lui met le chiffon dans la bouche et il lui passe le nez. Ensuite, il l'endort. C'est sa manière d'endormir. Selon ses propres mots, il endort la personne en faisant ça. C'est un euphémisme pour dire qu'il l'étouffe, la vieille dame, et ensuite personne ne peut le déranger pour pouvoir continuer à faire ses cambriolages. Et donc, quand les policiers ont demandé « Mais combien de victimes as-tu fait durant toutes ces années ?» Il a répondu qu'il ne savait pas. Et ils ont dit « Écoute, cherche bien, essaye de nous trouver un nombre. » Il a répondu 150. Et là, les policiers sont restés bouche bée. Ils ont compris qu'ils avaient face à eux certainement le tueur en série français, l'un des pires tueurs en série français du XXe siècle et début XXIe siècle. Et ça les a choqués, mais vraiment. Et quelques heures plus tard, il a été présenté à un procureur et il a écrit tous ses aveux avec le nom des victimes. Et il devait signer juste les aveux pour être sûr que c'est lui le coupable. Mais il a encore une fois demandé « S'il vous plaît, quand je signerai ça, envoyez-moi en isolement et protégez ma femme de tous ces calvaires. » Eh bien, le procureur va dire un truc qui n'était pas très bon à dire. Il va dire « Écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir assurer ta demande. Je ne pense pas que l'on puisse assurer votre demande. » Et là, c'était une grave erreur, car Yvan n'a pas signé ses aveux. Et on l'a emmené dans sa cellule. Et quelques heures plus tard, ils l'ont trouvé pendu. Il s'était suicidé avec ses lacets de chaussures. Il a porté des chaussures, il a enlevé ses lacets et il s'est suicidé. Voilà, simplement. Et donc, il n'a pas signé ses aveux. Et n'ayant pas signé ses aveux, cela le garde innocent pour l'éternité. Yvan Keller a donc mis fin à ses jours le jour même de son arrestation, donc le 22 septembre 2006.
et il n'a pas signé ses aveux. Il est parti tout en ne signalant pas ses aveux, ce qui a fait qu'il est présumé innocent pour l'éternité. Et on peut se mettre à la place de plusieurs grandes mères qui y sont décédées et plusieurs familles qui ont certainement eu la visite de Ivan Keller, mais qui ne le savent toujours pas et qui ne le sauront certainement jamais. Ils ne le sauront peut-être jamais, et si ça se trouve, une de leurs morts naturelles ne l'est peut-être pas. Mais ça, ce sera pour l'éternité. Bon, c'est ainsi que s'est terminée la vie de l'un des tueurs en série français les plus prolifiques du XXe siècle et début XXIe siècle, qui s'appelait Ivan Keller. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like comme celui-ci, et si vous ne l'avez pas aimé, vous allez mettre un dislike comme celui-ci là, et pour ceux qui ont aimé, vous pouvez vous abonner sur le bouton rouge qui se trouve en dessous, abonner, s'abonner, c'est écrit, et vous activez la cloche des notifications pour recevoir à chaque fois une nouvelle histoire que je publierai. Et donc, ceux qui n'ont pas aimé, voilà, vous mettez ça, vous partez. Au revoir. Vous n'êtes plus là, je ne vous parle plus à vous. Donc, ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et qui ont aimé l'histoire, merci beaucoup. Vous pouvez laisser un commentaire également et me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, on se retrouvera samedi prochain à la même heure pour une nouvelle histoire sur un tueur en série. Allez, ciao.